ayez un objectif concret. Quand je dis objectif, ne le faites pas premièrement pour l'argent. Visez plus loin. Mettez des émotions, encore une fois, derrière. C'est OK, je veux donner une meilleure qualité de vie à ma femme, à ma mère, à mes enfants, à moi-même. Concentrez-vous sur cet objectif-là. Comment toi, tu te définis en termes de mindset? Waouh. Costaud, hein? Mais là, tu es à 200, 300, 400, 1 million d'euros. Peut-être tu as perdu un contrat. J'ai créé mon bot Facebook 2 fois mieux que lui. Que c'est Best Friends d'ailleurs. Puis j'ai 500 balles de plus à la fin du mois. C'est Ça fait bouffé. plaisir. Hein. Hello à tous, un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Michael. Michael, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Il faut savoir qu'il est en plein road trip et il a fait son passage jusqu'à Lisbonne pour venir me voir. Et moi, j'en suis très fier. Donc, Michael, merci à toi. Hello tout le monde, merci à toi de m'avoir invité. En effet, c'est un grand plaisir d'être ici à Lisbonne dans ton nouveau studio et pouvoir inaugurer ça avec toi. C'est vraiment super sympa. Carrément. Et on va partager, essayer de donner un max de valeur à tout le monde qui nous regarde. Yes, bah, sachez que Michael est un des premiers à voir en fait au final le studio. Là, on est... on va dire dans le pré-studio, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait la partie, je dirais, vrais travaux. Justement, là, tu nous as vu, on était un peu en échange à côté par rapport à ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais là, au moins, tu as un aperçu avant qu'on en arrive là. Quoi. Ouais, non, mais c'est super cool parce que c'est vraiment bien réfléchi, bien pensé. Et oui, l'espace, il est énorme. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est vraiment énorme. Et donc, il va y avoir plusieurs endroits pour pouvoir faire du podcast, mais c'est vraiment, la déco est bien réfléchie, on est vraiment bien, on se sent vraiment bien. Ah bah donc, ça, c'est important. Tout ce qu'il faut pour faire un beau podcast. Donc c'est là, c'est vraiment top. Franchement, je suis vraiment content d'être venu. Encore une fois, merci. Mais un plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ce type de projet, surtout ici à Lisbonne. C'est pas encore très connu, répandu, donc c'est vraiment génial ça. Eh ben écoute, un plaisir de t'accueillir. Et alors, je vais vous faire une petite introduction quand même sur toi, Michael, puisque l'idée, c'est que les gens apprennent à découvrir. Moi, je considère aujourd'hui que tu as un parcours qui est hyper inspirant quand même. Et j'ai plaisir déjà à être un ami aussi avec toi, mais surtout de faire du business ensemble et se donner des petits tips de temps à autre. Toujours. Mais là, justement, le but, c'est que les gens puissent aussi te découvrir un peu, sachent qui est justement derrière ce fameux projet dont on va parler et quel a été ton parcours. Parce que, en fait, c'est ça, si tu veux, que je cherche à partager vraiment sur la chaîne, sur Grandir par l'entrepreneuriat. C'est, OK, on en arrive où on en est, on prend plaisir à rencontrer des gens qui nous ressemblent un peu, tu vois, comme nous aussi, comme les gens avec qui je travaille ici avec le podcast studio et mes autres associés dans pas mal de business. Mais en général, tout n'est pas tout beau, tout rose. Non. On en arrive là, certes, un jour, mais parce qu'on est passé par plein de choses. Exactement. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie vraiment de partager aux Bien gens, sûr. rendre normal des choses qui paraissent juste incroyables et montrer que on est comme tout le monde, on est simple, on fait des erreurs, des fois on est un peu con, des fois on est un peu cool. Et puis, c'est un mix de tout ça qui fait qu'on apprend et qu'on grandit. Quoi. Donc, je vais reprendre un peu ce que tu m'avais partagé pour pas dire d'erreur, mais en réalité, toi, Michael, tu as été maçon. Tu es passé ensuite commercial, très vite reconnu, donc du coup chez SFR Business, puis à l'entrepreneuriat, et là avec de beaux succès tels qu'on connaît aujourd'hui en tant que créateur du Bot.io, évidemment, et donc de la méthode Bass Acquisition, mais de plein d'autres choses, comme on a échangé. Qu'on ne va pas en parler, mais... Il y a des choses plus secrètes et discrètes qui viendront publiquement plus tard, mais en tout cas, tu as développé toutes ces choses en ayant un parcours qui est un peu atypique parce que tu es quelqu'un qui vient du bâtiment. Exactement. Et tu es portugais, on est au Portugal. Bâtiment, forcément. Voilà. C'était le seul choix de carrière que j'avais. Exactement. Mais tu as quand même hyper bien rebondi parce que tu es allé dans un domaine commercial qui, de base, n'a rien à voir avec le bâtiment pour ensuite, en plus, aller dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux déjà faire cette petite intro sur toi avant et ce qui t'a ramené ici? Je vais essayer de pas trop... Non, mais fais-toi plaisir. Alors voilà, moi, j'ai quitté l'école très tôt. J'avais 15 ans, parce que mes parents sont séparés. Du coup, voilà, j'ai lâché l'école, je suis revenu dans le bâtiment. Dans le bâtiment, rapidement, je suis resté avec mon père qui a sa société dans le bâtiment. Ok. Et donc, quand j'avais 20 ans à peu près, je suis parti en France. Donc, tu as commencé ta vie au Portugal? Oui, j'ai commencé ma vie au Portugal. Ah, mais trop bien. Ah ouais, il faut savoir que moi, de base, mes parents, je suis né en France, mais je suis venu habiter au Portugal quand j'avais 4 ans, jusqu'à mes 19 ans en fait. Ok. Parce que mes parents sont séparés. Tu as fait tes études ici? J'ai fait mes études ici et tout. Plus Porto ou plus Lisbonne? Braga, plutôt. Braga. C'était Braga. Porto, c'est à côté, Braga. voilà, Braga. Okay. On est à 40 km, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait mes études à Braga et du coup, j'ai arrêté mes études. Et du coup, mon père m'a dit, écoute, mon petit,
pas d'études, tu viens travailler avec moi. Donc, du coup, bâtiment avec parti. lui. Voilà, et après, bon, je me suis un peu énervé. Je suis parti en France à 19 ans. Donc là, déjà, c'était une vraie galère, une vraie découverte, tout seul. Donc, c'était l'aventure, c'était cool. Et donc là, pareil, j'ai continué ma carrière de maçonnerie. Il faut dire quand même, j'ai fait presque 15 ans. Ah oui, 15 ans. 14 ans, 12 ans. Et j'ai toujours été... alors, on va dire, un maçon, ça ne veut pas dire que j'adorais la maçonnerie, mais j'allais toujours vouloir gagner plus. Toujours gagner plus. Et c'est ce qui m'a tiré déjà à aller au-devant des choses. Donc, rapidement, j'ai monté les grades, que ça peut être chef d'équipe, chef de chantier, j'ai fait conducteur de travaux, j'ai travaillé dans le génie civil, et j'ai eu ma première boîte, c'est là où tout a commencé, ma première boîte dans la maçonnerie. Donc, j'ai une boîte dans la maçonnerie avec un associé qui a eu un franc succès au passage. Très, très dur, attention, je ne vais pas dire que c'est facile, voilà, puis c'est le bâtiment. Hein, c'est le bâtiment, les clients. Dure, et en fait, si tu veux, c'est là que ça a commencé à mettre un pied dans le commerce. Ok. Parce que forcément, tu dois faire des devis, tu dois aller prospecter, tu dois faire un peu de networking, tu vois, avec d'autres entreprises. Tu as quoi comme chantier, tu n'as pas un petit truc pour moi. Donc là, tu fais commencer à travailler ton réseau. Très important le réseau d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, c'est là où ça a commencé le commercial. Et donc, plutôt, on va dire, je m'en sortais plutôt bien. Du coup, j'ai fermé cette société par XY raison, parce qu'avec mon associé, bon, ça... Il y a toujours un timing comme ça. Il y a toujours un timing pour ça. Ça, je mets une petite aparté, mais sachez que c'est pas parce que vous associez aujourd'hui, vous entendez bien avec votre associé, que ce sera votre associé de la vie. Hein. Non. Non. Mais par contre, il faut savoir terminer une relation d'associé en plus ou moins bon terme pour que ça se passe bien et que vous n'ayez pas des problématiques qui viendront vous puiser votre énergie pour rien. Voilà. Exactement. Très bon aparté, c'est exactement ça. On a fini plutôt en bon terme. Voilà, on n'avait plus la même vision de la société, pas rentrer dans les détails, donc on a mis un terme alors qu'on avait un franc succès. Hein. Mais bon, oui, voilà, il ne voulait pas me vendre ses parts, si, bon, on reste par là. Et du coup, je suis sorti, je suis resté 1 an en apporteur d'affaires. C'est-à-dire que du coup, j'avais pas mal de réseaux. J'avais pas mal de demandes, de chantiers, mais j'avais plus la boîte. Et j'avais pas envie de rouvrir la boîte tout seul, voilà, de recréer tout. Et donc, ce que je faisais, c'était apporteur d'affaires. Du coup, toi, tu avais une entreprise de bâtiment. Écoute, j'ai ce devis-là, tu me donnes 10%, 20%. Et voilà, ça marchait comme ça pendant 1 an. Et après, le commercial, c'est arrivé bizarrement avec un ami qui était commercial et qui savait un peu ce que je faisais. Il dit, vas-y, pourquoi tu tentes pas commerce? T'es fait pour ça. Moi, j'ai pas de diplôme. Il t'a saucé, quoi. Ouais, il m'a bien saucé pour rentrer dans l'entreprise. Il m'a dit, vas-y, viens. Je dis, mais moi, j'ai pas de diplôme, je connais rien. Moi, commercial, franchement, il me dit, t'inquiète pas, vas-y, viens. Et donc, j'ai commencé dans les panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires, ça a été vraiment le commercial à la dure. Ça veut dire que t'es payé à la prime. Ouais, clairement. T'es payé à la prime et les frais sont pour toi. Et ça veut dire, si tu vends, tu gagnes pas, tant pis pour toi. Donc, forcément, ils te prennent facilement. Exactement. Mais c'est toi que tu dois décrocher des rendez-vous. Donc, je faisais du porte-à-porte. Je faisais du cold calling à froid. Tu vois, ça, c'est dur. C'est très, très dur. Surtout que moi, je n'ai pas de ce milieu-là. Du coup, ils m'ont formé pendant 1 semaine. Moi, j'étais monté à Strasbourg. J'étais le seul mec dans la salle. Question. Parce que j'avais des bacs plus 5, tout ça. Je voulais tout comprendre, tu vois. Et ça s'est très bien passé. Dès la première semaine, j'étais le numéro 1. J'ai vendu. Magnifique. Voilà. Alors que le patron, après, il m'a même dit, je croyais que tu n'allais pas le faire parce que tu étais le seul à lever la main. Je dis, en fait, qu'est-ce que j'ai pris comme gars? Et en fait, j'étais le premier vendeur. Et du coup, pareil, après, j'ai fait les panneaux solaires. C'était une très, très bonne école. C'était la meilleure école de commerce qu'on peut avoir, c'est de faire du porte-à-porte. Ouais, non, mais vraiment, moi, je l'ai fait aussi. Si tu as le courage de faire du porte-à-porte, de faire du cold calling à froid, mec, tu es un vendeur magnifique. Ouais. Mais vrai. En plus, ça, c'est une réalité, parce que quand tu t'habitues à voir le regard noir des gens qui t'ouvrent la porte et qui, limite, ils ont envie de te défoncer juste parce que tu as toqué chez eux, en fait, en réalité, si tu sais passer ça et que ça t'affecte plus, en fait, tu vas juste faire le job. Mais bien sûr. Et terminé. Surtout que derrière, je vendais des produits quand même à 20, 40, 50 000. Tu vois, pour le truc. Alors qu'ils me connaissent de nulle part, tu vois. Ouais, et je vendais ça en 2 fois. Des fois en R1 ou R2. Des fois R2 parce qu'il n'y avait pas madame. Donc voilà. Mais c'est la meilleure école. Ah non, vraiment. Moi, j'ai fait pris plein de portes. Hein. J'avais commencé après, je te laisse continuer, mais j'avais commencé sur du vente de mutuelles, comme ça. Ouais. Et donc, j'en vendais en porte-à-porte. Et après, j'ai fait de la gestion de patrimoine. Donc, je vendais de l'immobilier comme ça, Pinel. Et pareil, là, c'était des tickets à 200 000, 300 000. Donc, c'était intéressant. Ouais. Mais du coup, vendre un ticket en R2 comme ça, en porte-à-porte, moi, le gestion de patrimoine, c'était pas en porte-à-porte. Donc, c'était des pré-leads qui n'étaient pas réellement qualifiés. Donc, tu avais un R1 voilà, et puis un R2 après tu closais. Mais clairement, bravo. Nous, on avait rien. Nous, pour te dire, ils nous fournissaient des rendez-vous quand tu atteignais un certain chiffre.
Ok. Ouais. Tu vois C'est bon, il est bon à closer, on lui met. Bon, t'as closé combien de ventes? Ok, aujourd'hui, je vais te débloquer cette semaine 3 rendez-vous, c'est bon? Allez. Ouais, donc là, c'était des rendez-vous préqualifiés. Ouais. Sur les 3, allez, dans le mois, sur les 12, peut-être en signer 2. Ouais. Parce que voilà, c'est toujours l'histoire du prix, le crédit, on proposait du crédit et tout. Donc c'était assez bien fait. Donc voilà, c'est là où j'ai fait vraiment mes armes. Pareil, franchement, ouais, c'est pas là où j'étais le meilleur, mais c'était une bonne école, j'ai eu un bon succès. J'arrive à payer mes factures. Très bien. J'arrive à payer mes factures. On apprécie. Et après, voilà, bah, j'étais engagé chez SFR Business. Voilà, je cherchais un autre taf, je dis, ouais, je veux un peu de fixe quand même, parce que là, travailler jusqu'à 20h du soir, prospecter, voilà, il y a beaucoup de variables. Même si je m'en sortais des bons salaires, hein, je peux dire les prix, 3 4 000 euros, c'est déjà pas mal quand même. Comme ça, et du coup, bah, je cherchais un peu un fixe et non, je mens. J'avais mon CV, j'avais fait un CV qui était sur Météo Job, toutes ces choses-là, et c'est le gars d'SFR qui m'a contacté. Donc SFR Business, c'est pas en boutique, hein, c'est vraiment tu es sur la route, voiture et tout, et tu vends des grands forfaits de sécurité, cybersécurité, tu vends des forfaits d'internet au débit pour les entreprises. C'est très spécifique, tu vois, tout ce qui est téléphonie, tout ça, on part vite dans des gros budgets à 15 000, 20 000, 30 000, ça dépend des sociétés. Intéressant. Mais en face, tu vas avoir EDF, tu vas avoir des grands comptes, quoi. Ouais. Donc, super intéressant. Donc, j'étais pris, pareil, là-dedans. Et ben, là, j'ai fait mes armes. Et là, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Surtout que le B2B, c'est pas la même chose que le B2C. Pas du tout. Exactement. Ouais. Exactement. Et en fait, je pense qu'en termes de... Parce que quand tu es un bon commercial B2C, tu développes un certain bagou. Quand tu deviens un bon commercial B2B, tu développes un leadership, une attitude et un charisme. Exactement. Et c'est pas du tout la même chose. Exactement. Et c'est vraiment, c'est bonne école. C'est exactement ça, c'est que j'ai eu l'école en B2C. En B2B, j'ai découvert un autre monde qui n'était pas... C'est pas parce qu'on est en B2B que c'est plus facile. Hein. Non, justement, ils sont même plus exigeants avec toi. Parce qu'ils savent qui tu es et ce que tu viens leur proposer. Et si tu n'as pas vraiment quelque chose de mieux, tu sais comment c'est, même nous les entrepreneurs, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Voilà, c'est ça. Pour moi, par A plus B, que c'est bien ça que je dois te prendre toi. Donc, tu dois défendre ton beefsteak, tu vois. Donc, voilà, donc c'était assez cool. Surtout qu'en plus, on touchait à la cybersécurité et tout ça. Donc, c'était vraiment cool. Et là, j'étais un des meilleurs commerciaux de France pour SFR Business. J'étais 4e, pas 3e, j'ai perdu la place, mais 4e. Donc une bonne petite fierté hein, sur 400 vendeurs quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc, voilà, c'est pas pour me faire mousser, mais voilà, je suis assez fier quand même. Moi je te dis bravo, il faut de temps en temps. Voilà. Ça fait du bien à notre ego. Voilà. Et à côté de ça, j'ai commencé le digital. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser au digital. J'ai commencé avec eBay. Donc j'ai fait du dropshipping. Putain, avec eBay. Dropshipping avec eBay. Avec eBay, mec. C'est pas du tout automatisé, quoi. Pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé à... Tu vois, même les automatisations, ça vient de là. Voilà, ok. J'ai toujours été un feignant, mais un bon feignant. Donc c'est pour ça que je suis toujours allé derrière des solutions pour automatiser les process. D'où le bot.io, tu vois. Et j'ai commencé avec eBay, dropshipping. Ça a été là où j'ai payé ma première formation à 1 000 €. Tu vois. Et d'ailleurs, je vous invite, vous qui voulez aller dans le digital, formez-vous au plus vite. Perdez pas de temps. J'ai commencé tout seul, c'est galère au bout d'un moment. Et c'est là où j'ai commencé aussi YouTube. Ah, magnifique. Et je suis le seul mec en France qui a fait une formation de 12 heures gratuitement sur eBay, où je montre tout sur eBay. Tu vois, dans ma chaîne YouTube, elle est gratuite, où j'ai fait la formation, et ça m'a posé des problèmes. Hein. Avec certains entrepreneurs, je ne vais pas citer le nom, mais ils n'étaient pas très contents. Donc voilà, j'ai toujours eu ce truc-là aussi de vouloir partager un max, tu vois, de vouloir donner un max. Et du coup, j'ai commencé avec eBay et puis en aiguille après dans le marketing, où j'ai créé ma première société marketing, Scalion, elle existe encore, mais on la voit plus trop. Parce que voilà, on a nos clients, voilà, le développement, on est vraiment... Discrète, mais c'est très bien. On est très bien, voilà, et franc succès aussi. Et là, fil en aiguille, on est monté. Aujourd'hui, j'ai créé le bot.io. Le bot.io, pour faire rapidement l'histoire, on va commencer à devenir long. C'est toute une vie hein, qu'on raconte. Là. Le bot.io, tout simplement... Ça fait combien de temps déjà? Le bot.io Le bot.io, ça fait 1 an et demi que je l'ai développé. Voilà. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait à peu près 3 ans. 3 ans 3 ans, 4 ans presque. Ok. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et le bot.io, ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans que je l'ai développé. Le bot.io, pour ceux qui ne savent pas, c'est une agence de SaaS. On développe des softwares qui permettent de faire de l'acquisition de visibilité et de nous prospects ciblés sur différents réseaux, que ce soit sur TikTok, Instagram et Facebook. Donc, comme tu sais, on est numéro 1 en France. Hein, on est les seuls d'ailleurs à proposer ça. On peut avoir une copie ou deux, mais c'est pas ça. Et comment cette idée elle m'est venue tout simplement parce que j'avais connu un Américain, pour dire la vérité, hein, qui avait un bot
pour Facebook, similaire au mien, mais que j'avais pris, que j'avais testé, que j'avais beaucoup aimé, sauf qu'il y avait plein de bugs. Ça ne marchait pas tout le temps comme il faut. Et du coup, je faisais, en première semaine, j'avais pris son bot, j'avais fait 8 000 € de chiffre d'affaires, tu vois, en automatique. Pour l'agence. Et c'était pour l'agence, ça, ok. C'était pour mon agence, tu vois, je l'ai utilisé au début pour mon agence. Il n'y avait pas de bot.io. Je n'avais jamais pensé à ouvrir ça. Mais son bot, j'étais un amoureux, tu vois, quand tu crois à ça, tu dis, mais c'est dingue et tout, t'as une mine d'or, mec. Et je l'appelais, le mec dit, ouais, bah, tu peux commencer à vendre. Donc j'ai commencé à vendre un peu son produit, mais trop de bugs, il ne répondait pas. Je lui donnais des conseils, parce que je suis dans le marketing, je dis, écoute, je ne vais pas dire, mais pourquoi tu n'ajoutes pas ça, tu n'ajoutes pas ça? Parce qu'un jour, le mec m'a dit, bah, tu es développeur. J'ai dit, non, alors ta gueule. Ok, d'accord, on en est là. Okay. Et du coup, ça m'a énervé et j'ai cherché des développeurs et j'ai dit, bah, je vais créer mon bot. J'ai dit, je vais créer mon bot. Tu sais quoi, je vais créer mon bot. Ça me saoule d'être dépendant de quelqu'un et je déteste vendre un produit qui ne marche pas. Parce que les gens, ils viennent te voir, tu vois. Bah, et puis, tu vois, on parlait de support client. Tu vois, moi, c'est un truc que j'essaie de déléguer au maximum parce que quand tu dois gérer le support client, bah, en fait, si tu as un produit qui ne marche pas, en fait, tu réduis ta rentabilité par 2 indirectement parce que tu as un coût de support client qui te coûte 2 fois, 3 fois, 10 fois plus cher. Exactement. Donc, et ton image de marque. Et ton image de marque. Donc en fait, tu brides ton scaling. Exactement. Mais, et la délivrabilité, c'est ultra important. Le service client, c'est ultra important. Carrément. Je le sais parce que moi c'est moi qui ai commencé à faire. Aujourd'hui, il y a des personnes en support, mais j'ai commencé à faire du support et je voyais tous les problèmes qu'il y avait. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, le bot IO, il est aussi développé. C'est parce que j'ai écouté mes clients. Exactement. Et ça, c'est important. Écoutez vos clients. Et puis regarde, à chaque fois, moi je sais que je te remonte des choses et tu me dis, bon, bah non, ça va être réglé, c'est pas dans le pipeline. 2 jours plus tard, bon, en fait, c'est bon, c'est réglé. Exactement. Okay. Tu vois, mais c'est ça. Et qu'est-ce que je dis à chaque fois? C'est très important. Le moindre petit bug, même idée de développement, tu vois, maintenant on fait beaucoup de sondages. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Tout ça, parce que des fois, on ne pense pas à tout. Carrément. Et si c'est possible de le faire, on fait. Si c'est pas possible de le faire, on ne fait pas. Donc, ouais, donc c'est vraiment cool. Donc, ouais, vraiment, écoutez vos clients. Soyez à l'écoute de vos clients. C'est pour eux que vous vendez ça. Donc, allez-y, guys. Franchement, ne pensez pas qu'à l'argent, sinon vous allez arriver nulle part. Non, mais c'est sûr. C'est vraiment ça. Ça, c'est le truc à pas faire. Du coup, il m'a énervé. J'ai trouvé un développeur. J'ai créé mon bot Facebook 2 fois mieux que lui. Que c'est Best Friends, d'ailleurs. Qu'aujourd'hui, on a encore une nouvelle version. Et de là, on a créé TikTok. C'était un franc succès. Best Friends, au passage. C'est pour ça que j'ai développé les autres. Rapidement, on a eu les 1000 premiers clients. D'ailleurs, justement, toi, ton marché principal? Mon marché principal, qui je vise? Non, alors pas qui, mais le marché qui te rapporte le plus. Je parle en termes de pays, bien sûr. Actuellement, disons que là, je suis plus fixé sur la France, mais sinon, j'aurais dit l'Amérique. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça que je voulais faire dire. En fait, toi, tu as eu un marché qui t'a, on va dire, nourri et alimenté ce développement de cette société-là par les États-Unis. Alors qu'en général, on voit souvent l'inverse. On voit les Français qui, après, s'excentrent aux États-Unis. Exactement. Toi, tu as tapé les États-Unis. Et après, tu as dit, bah attends, bon, on va faire la France quand même. J'ai fait un peu, tu vois, la France, où j'ai pas eu mal de succès, mais j'avais des États-Unis qui, notamment, m'apportaient beaucoup plus. Et après, je me dis, non, je vais quand même apporter ça en France, qui a un réel intérêt. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai eu mes premiers 1000 abonnés en France assez rapidement. Et tout en organique, quoi, tu vois, en affiliation. Et aujourd'hui, on est en train de monter de plus en plus parce qu'il y a eu de la demande et il y a un réel intérêt. Parce que si tu veux, en fait, en France, le problème, c'était le mot bot. Bot, automatiquement, parce qu'ils avaient des mauvais souvenirs par rapport à tous les autres bots. Tu voyais, je ne me rappelle plus, je crois que c'était Jarvis, ça s'appelait. Jarvis, il y avait des bots Jarvis, ainsi de suite, que tu te retrouvais avec tes comptes Shadowban bloqués, tout ça. C'était compliqué. Et nous, nos vrais succès, c'est qu'on est lié, en gros, je ne vais pas parler technique, à l'API de Meta, donc ce qui nous permet vraiment de ne pas être détecté, quoi. C'est comme, pour eux, c'est un humain qui travaille, tu vois. C'est ça. Et les résultats, et surtout qu'on a créé un produit que tu n'as pas à attendre 24 heures, 48 heures pour avoir des résultats. Tu cliques dans le bouton, tu vois des résultats immédiats. Mais ça, c'est bien. Tu vois, il est en train de te remplacer peut-être 2 salariés, 3 salariés. Et surtout, il t'apporte cette récurrence qui va t'apporter des résultats. Donc, même si tu es nul parce que tu ne connais pas ton produit, tu ne connais pas ton avatar client, tu es nul en marketing, le bot, ton offre, elle est là, ça va se faire. Voilà, juste parce que le bot va faire cette récurrence d'acquisition de visibilité, c'est-à-dire qu'il va faire de l'engagement avec tes prospects ciblés, qu'il va envoyer des messages, c'est mathématique, juste en nombre. Il va t'apporter du résultat. Forcément. Exactement. Tout simplement. Sauf si tu es vraiment nul et que tu ne sais pas rédiger un message, mais bon, ça après. Dans la formation, il y a une formation où j'explique comment rédiger des messages, j'ai tout prévu. Exactement. Donc, même si vous êtes nul, normalement, c'est prévu. Donc, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un écosystème où tu connais nos tarifs, mais pas ultra cher. C'est hyper accessible. C'est hyper accessible. J'en ai vu plein d'autres, et d'autres avec qui j'ai déjà bossé, qui étaient spécialisés que sur une plateforme et pas plusieurs comme toi aujourd'hui. Et en fait, c'est des prix, tu es sur du 3 chiffres minimum. Quoi, exactement. Mais je sais que c'est des services que je peux vendre à 1000, 2000, 3000 euros très facilement, juste en rajoutant quelqu'un derrière. Exactement.
Tu vois, où je mets quelqu'un qui va tout le faire, mettre ça, il va juste cliquer sur un bouton, il va faire des messages et tout. Je vends ça trop bien. Mais moi, mon but, c'était vraiment d'aider monsieur, madame, tout le monde qui veut commencer. Les entrepreneurs, mais aussi monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste pouvoir avoir un peu plus de sous à la fin du mois. Comme moi, j'aurais aimé, tu vois, au début. Quand on a démarré. Mec, quand tu démarres, tu trouves ça. Puis 500 balles de plus à la fin du mois. C'est une vraie bouffée. Hein. C'est super bien, quoi, tu vois, parce que ça, par exemple, même pour ceux qui n'ont pas de produit ou quoi que ce soit, aujourd'hui, tu peux faire de l'affiliation sur n'importe quel produit. Exactement. Et même sur les miens, tu vois. Donc, exactement. Mon produit, petit passage. Ouais, petit passage, double winner. Si tu n'as pas de produit, tu peux vendre mon produit qui se vend tout seul, avec lui-même, tu vois. Donc, exactement. Donc, si tu veux juste une rentabilité, c'est fait. Ah, mais on vous mettra de toute façon un lien en dessous pour que vous puissiez déjà découvrir le produit et si ça vous intéresse, le prendre. Et on vous mettra, je pense, à disposition un lien d'inscription pour le promouvoir aussi. Comme ça, on aura les deux. On mettra les deux liens. Voilà. On mettra les deux liens. Vous aurez le lien pour pouvoir découvrir les produits avec une petite période d'essai. On est sympa. Bah oui, quand même. Bon, et puis, je veux leur donner un petit plus quand même. Ouais. Voilà. Et, le petit lien pour pouvoir faire de l'affiliation. Pareil, là, il y a des formations, tout expliqué. Donc, même si vous démarrez de zéro, franchement, guys, il y a tout. Mais ça c'est vraiment un point qui est hyper important. Moi, je sais que l'acquisition, je regarde tous les business que j'ai aujourd'hui, à un moment ou un autre, il faut faire de l'acquisition. Ou alors, si tu fais pas de l'acquisition, c'est parce que c'est pas l'objectif de vendre. Tu vois, je prends l'exemple, là, le podcast ici aujourd'hui, je m'en fous de vendre ou pas. Mais au final, j'ai quand même une de mes salariés qui s'occupe de répondre aux messages, de poster des vidéos, etc., de ce projet-là, qui va donc, elle, connecter quand même le bot et le faire tourner, histoire que, au besoin, les gens nous découvrent. Mais comme j'y vais pas pour faire de la vente, en vrai, je m'en fiche. Mais c'est là où c'est intéressant quand même, c'est que dès lors que tu as besoin de vendre, tu as besoin de faire ton acquisition et un outil comme ça, c'est performant. Parce que tu es en train de créer ta communauté. Tu es en train d'avoir de la visibilité. Et aujourd'hui, tu sais que le nouveau Eldorado, c'est l'attention. Exactement. On en parlait juste avant. On en parlait justement avant. Le nouveau marché, c'est l'attention. Garder l'attention, c'est ultra important. Garder l'attention, ça veut dire voilà, combien de personnes tu vas atteindre, combien de personnes vont voir ta vidéo, combien de personnes vont être intéressées à ton contenu. Et tout ça, c'est le marché qu'il y a aujourd'hui. Et justement, comme tu disais, tu as les bots pour aller chercher de l'attention. Donc, les bots, ils ont deux fonctionnalités. C'est qu'ils peuvent prospecter, mais surtout, ils vont te créer de la visibilité parce qu'ils vont forcer l'algorithme à te mettre en avant. Parce que quand tu vas t'engager avec d'autres personnes, tu as pré-ciblé ces personnes-là. Exactement. Tu vois, donc, tu as déjà préqualifié les personnes qui vont voir ton contenu. Et plus tu as des gens, c'est une boule de neige, plus tu as des gens qui vont commenter tes posts, qui vont juste voir tes vidéos, automatiquement, Instagram va dire « Oh, ce mec-là, il est toujours sur la plateforme. » C'est ce qu'ils veulent, les plateformes, c'est que tu passes un max de temps sur la plateforme. Donc, ils voient « Oh, ce mec, il est tout le temps sur la plateforme. Il s'engage avec d'autres comptes. Il like d'autres posts. Il regarde des vidéos. Et en plus, il commence à avoir du monde qui regarde son contenu. » Pourquoi ? Parce que tu as créé l'émotion, la redevabilité. C'est logique. Les gens, tu as liké mon post, tu as commenté, petit message, laisse-moi voir ce qu'il a fait. Oh, un petit like, boum, ça y est, tu as créé la redevabilité. C'est simple, c'est logique, c'est émotionnel, c'est humain. Et du coup, quand Instagram, Facebook voient ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont te mettre tout en haut. Tu sais, ça passe par palier. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. Par palier. En fait, moi, j'avais fait une formation avec mon agence de com que j'ai toujours, mais cette formation, je ne la mets plus en avant, mais elle n'est pas obsolète pour autant. Mais c'est juste qu'évidemment, il y a des choses qui sont à mettre à jour parce que ça a tellement évolué. Mais en fait, on parlait justement, cet algo d'Insta, c'est le Trust Score. Ce Trust Score, moi j'aime bien donner l'image, c'est t'imagines, tu as une barre de chargement comme dans les jeux vidéo, de 0 à 100. Plus ton Trust Score est élevé, donc proche de 100, plus Instagram augmente ton risque, donc ta portée, et te met en avant sur les hashtags, te met en avant dans les suggestions d'amis, dans les suggestions de comptes, bref, il te met en avant naturellement dans des choses où toi tu vois en général les autres, là ce sera toi. Et en fait, moins tu as un Trust Score qui est élevé, plus en fait, même tes propres followers, ils te voient moins. C'est exactement donc, ça. L'idée, c'est travailler ce Trust Score et l'algo vient aider à travailler ce Trust Score. Exactement, parce qu'aujourd'hui, les personnes pensent qu'il suffit juste de faire du contenu. Tu peux faire le meilleur contenu. Si tu ne donnes pas ce que la plateforme elle veut, l'interaction. Et en fait, tout se base sur l'interaction. Tout se base sur l'interaction. Au début, certes, on pensait que les likes. Non, like plus commentaire, oui. Mais maintenant, c'est like, commentaire, discussion privée, réponse à la story, et ci, et ça. Et en fait, c'est un ensemble. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est ça qui va t'apporter du reach, de la visibilité. Et, voilà. Et en plus, si tu regardes bien, l'algorithme permet de remplacer, on va dire, 2 salariés. Et être surtout récurrent. Parce que si tu as un community manager, le community manager, il va te faire quoi ? Il va te faire de l'interaction pendant 20 minutes. Tu ne peux pas rester 8 heures. Tu ne peux pas. 10 heures. Exactement. Tu vois ? Et la partie deuxième salarié, c'est le 7 heures.
Un setter, il doit envoyer du volume, 200, 300 messages pour pouvoir avoir vraiment une masse de volume. Là, on parle de commerce, quoi. Dans le digital, un setter, c'est quelqu'un qui prospecte. Voilà. C'est qui va poser des rendez-vous, il va prospecter, il va préqualifier, il va faire des rendez-vous pour que derrière vous closez. Donc, l'algorithme, ce qu'il permet de faire, c'est d'envoyer cette masse-là. Et après, bien évidemment, toi, tu as juste à valider, quoi. À valider, quoi. Okay. Et puis, tu peux même paramétrer l'algo pour que lui, il envoie le bon lien une fois qu'il y a eu la telle réponse, etc. Donc, ça, c'est quand même sympa. Donc, non, vraiment, moi, je pense que tu as un super outil et même ton parcours, il y a une évolution où je pense que tu as fait preuve d'une détermination. Et ça, je sais ça de toi. C'est que toi, est inarrêtable. Et dans ta tête, justement, on va aller plus sur ce côté un peu plus psychologie, développement personnel, etc. Comment toi, tu te définis en termes de mindset? Waouh. Costaud, hein? D'un acharné. Un acharné du genre, je ne peux pas échouer. Je me définis comme ça. Et je me permets de définir comme ça parce qu'il faut en parler aussi. J'ai passé par des moments sombres, notamment l'année dernière, où j'ai connu la dépression. Ça existe, même quand on est bien. Je suis passé par la dépression, mais j'ai réussi à vaincre ça et à être là, quoi. Donc, je me définis comme un acharné de ne pas laisser... Avoir cette capacité à être résilient. Avoir cette capacité à... Rebondir, quoi. À rebondir, exactement. À rebondir et dire, OK, c'est pas grave, j'ai fait un échec, je reste au sol s'il faut 2-3 secondes, je réfléchis à tout, je remonte et je repars. C'est ça. Et en fait, c'est quelque chose que je remarque, je pense, c'est l'entrepreneur par nature ou la personne qui grandit personnellement, qui travaille son développement personnel, même si c'est pas un entrepreneur dans le fond, mais quelqu'un qui a cet état d'esprit de se dire, je veux... ne pas me retrouver où j'étais avant et devenir meilleur. Exactement. Par nature. Cette personne-là aura toujours, même quand elle a des bas, donc toi qui as, je pense, vécu ta dépression, même si aujourd'hui tu as vécu une dépression il y a peu, je pense que si demain tu en as une autre, le bas, il sera moins que ce qu'il était avant. Je crois que il y a des signaux d'alerte quand même avant la dépression. Donc demain, je ne crois pas que je retomberai à une dépression. Parce que tu l'auras anticipé. Parce que je l'aurais anticipé. La dépression vient après... D'abord, tu as un burn-out, un léger burn-out. Tu ne fais pas vraiment attention. Et après, tu pars dans cette dépression. La dépression, c'est une maladie, on va dire, physique. Tu ne la vois pas venir, c'est très distrait. La dépression, ça commence par tout simplement, tu as mal au corps. Tu as le cerveau, il est engourdi. Tu n'arrives plus à réfléchir. Et là, tu commences à avoir des pensées un peu... pas noires, mais en mode, ça commence à me saouler, c'est nul, tu vois, de négatif de partout. Et donc là, c'est là où tu dois... Justement, je crois que c'est là l'intelligence de l'entrepreneur, c'est qu'il analyse rapidement la situation. Il dit, attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me reprends. C'est exactement ça. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis mis... j'étais dans mon bureau, je me rappelle, et je dis, attends, là, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal. Ça fait 4 mois, je brasse du noir, c'est compliqué. Tout va bien pourtant, tu vois. Voilà. Et je commence à faire des recherches, et par moi-même, j'ai vu que en fait, les symptômes, c'était la dépression. Donc après, je suis allé voir quelqu'un, il m'a dit oui, et tout ça. Aujourd'hui, je me suis en sorti très rapidement. Vraiment, je suis vraiment nickel. Mais c'est pour ça que c'est très important de se auto-analyser de temps en temps, de voir où est-ce qu'on en est et pas dire c'est normal. Non, c'est pas normal, il y a un truc. Et aussi, ça te met un coup dans l'orgueil. Ouais. Parce qu'on a tous cette fierté. Avec un ego plus ou moins sûr ou dimensionné. Dire comment ça, moi, ça m'arrive. Et moi, je te dis, ça a été positif pour moi. Ça m'a apporté d'humilité. Et je suis très heureux de l'entendre. Parce qu'avant, j'étais plutôt... Comme j'étais un bourrin, on va dire, je suis un bourrin, vas-y. J'avais moins d'empathie. J'étais dans le sens, tu te plains, t'es un faible, quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je m'assois, vas-y, parle-moi. Tu vois, je suis peut-être plus à l'écoute, je suis peut-être plus à dire, attends. Tu sais, moi, je suis très fier et très heureux de t'entendre dire ça, parce que déjà, maintenant, à ce jour, ça se sent. Je pense que sinon, on n'aurait pas le plaisir de se connecter comme on le fait aujourd'hui. Mais... quelqu'un qui a cette humilité-là, pour moi, c'est quelqu'un qui fera naturellement des grandes choses. Parce que tu ne peux pas, sans avoir d'humilité, connecter avec des gens qui t'apporteront, parce que tu vas les considérer comme des personnes qui ne t'apporteront pas, en fait, Exactement. À un moment ou à un autre. Et des fois, les gens qui t'apportent le plus, c'est des gens qui, de prime abord, tu pourrais les préjuger, mais en fait, dans le fond, c'est des gens formidables. Exactement. Et en fait, quand tu développes cette humilité, et moi, je suis hyper content pour toi, parce que du coup, ça veut dire que là, tu vas plus facilement, beaucoup plus largement même, connecter et élargir ton réseau avec des bonnes personnes. C'est exactement ça. Depuis ça, d'ailleurs, je donne beaucoup plus d'importance à mon entourage et au networking, tu vois, aux personnes qui m'entourent, tout ça. Pourquoi ? Parce que
tu t'intéresses automatiquement plus à ces personnes-là. C'est ça. Tu es plus à l'écoute de ces personnes-là parce que tu sais ce que tu as vécu. Car les dépressions, c'est horrible. Je vous le dis, c'est horrible. Et donc, tu es là, non, je veux pas que... Tu vois, si tu aimes un minimum les personnes, l'humain, tu dis, ben, si je peux éviter que les personnes passent par là, si je peux leur donner des signes d'alerte, tout ça, les aider, gars, je suis là à 100%. Et pour moi, je dis, il ne faut pas que ce soit tabou, parce que je sais qu'il y en a plein de personnes qui passent par des moments comme ça, ils restent dans leur coin, alors qu'il ne faut pas rester dans leur coin, justement. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est aujourd'hui, parce que j'ai une femme merveilleuse, qui est là d'ailleurs, qui m'a beaucoup soutenu. Et tu vois, j'ai eu quelqu'un à parler et qui m'a aidé à m'en sortir de là. Et ça, c'est très important. Donc, restez pas dans votre coin, vraiment. Et consultez. Et tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont célibataires et qui vont se retrouver dans cette situation sans s'en rendre compte, en fait. Et c'est pour ça que sociabiliser, même à une petite échelle, tu vois, simplement d'aller boire un petit verre, d'aller au restaurant avec un ami ou plusieurs amis, c'est déjà même beaucoup mieux. Bah, en fait, tu vas recréer de la relation, de la connexion, tu vas pouvoir échanger, comme tu dis, avoir des oreilles. Et quand tu es en couple, bah, il faut avoir cette communication aussi. Parce que célibataire, certes, c'est l'externe, c'est pas quelque chose qui est proche de toi. Donc, c'est tes amis ou les gens que tu connais. Tu as du mal à te confier, forcément. Mais quand tu es en couple, bah, tu as quand même la chance d'avoir quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait cette bonne communication. Et si elle n'y est pas, bon, c'est peut-être un souci là qui est différent. C'est que là, peut-être c'est pas la personne pour toi. Mais normalement, cette personne-là, ça doit être ton pilier. Exactement. Donc, c'est comme on dit, un couple, c'est 2 piliers. Donc, si cette personne-là, c'est pas ton pilier, pose-toi des questions. Si tu ne te sens pas à l'aise pour te confier à cette personne, ce qui est normal, hein, au début, ça peut être normal aussi. Attention. Dans un début de relation, c'est normal. Début de relation, et même des fois, tu vois, t'es un peu, voilà, c'est moi le bonhomme, tu vois. Puis l'homme a beaucoup d'ego aussi. On a beaucoup d'ego, c'est forcément, tu vois, on n'aime pas, qui aime montrer ses faiblesses Qui aime montrer ses faiblesses, surtout face à sa femme aussi, tu vois. Moi, je peux l'avouer, c'était pas facile, tu vois. Mais bon, elle me connaît aussi. Hein. Mais justement, c'est ça. C'est ça qui est bien, elle connaît plus aussi. Ça dure, bah, en fait, et puis c'est le but d'une relation quand même, sinon on se met pas en couple, mais plus ça dure, plus en fait, naturellement, tu développes même des signes naturels que la personne saura reconnaître quand ça va ou quand ça va pas. J'ai un exemple, tiens, hier soir, j'étais contrarié par un sujet. Je me dis, mince, c'est pas compris ce que je voulais transmettre de la bonne façon, avec une certaine résistance en face. Donc ça m'avait contrarié. Bon. Et je vois que je suis un peu grincheux, tu vois. Et on sort des courses, on allait à un petit repas entre amis hier soir. Et en sortant des courses, je me rends compte qu'elle a capté, qu'elle ne dit rien, qu'elle est adorable dans ce sens parce qu'elle a compris. T'es frustré, voilà, mais qu'elle ne dit rien. Donc du coup, au moment où j'ai capté ça, qu'elle avait capté, et bah du coup j'ai dit bon, ok, c'est vrai que ce soir je suis grincheux, je pense que c'est parce que j'ai faim. Et puis ça a été ma première démarche. Deuxième démarche, c'est que j'ai fini ma phrase, je me suis dit non, la réalité c'est pas parce que j'ai faim, non, c'est parce que je suis contrarié. Et là, elle a commencé à me poser des questions, elle a senti que c'était le bon moment et on a parlé, ça m'a fait du bien, on est passé à autre chose et terminé. Et souvent, ces petits détails-là, c'est sûr que tu peux pas les avoir en début de relation. Là, je reprends, nous, au début, on n'arrivait même pas à se communiquer les bonnes choses, mais parce qu'on avait des mondes totalement différents. On apprend. On apprend. Et en fait, ça a mis peut-être quelques mois, plusieurs mois, 1 an, 2 ans, mais aujourd'hui, on a une communication qui est hyper saine. Et ça, c'est pertinent. Mais il n'y a que le temps qui fait les choses. Il ne faut pas se dire, bon, bah non, en fait, c'est pas la bonne personne, c'est pas bon. Non. Est-ce que c'est une bonne personne de base? Si la réponse est oui, déjà, prends le temps. Exactement. Il faut du temps pour construire une relation. Je veux dire, des fois, on est 2 mondes différents. Par exemple, moi, je suis de l'entrepreneuriat, elle, pas du tout. Donc, déjà, moi, je viens avec mon monde d'entrepreneuriat. Et là, c'est quoi tout ça Exactement. Si tu me parles, là, calme-toi, doucement. Qu'est-ce qui se passe Tu vois, et déjà, il faut respecter. Il y a cette partie où tu dois respecter les choix de la personne, c'est d'être entrepreneur ou pas. Elle, vice-versa, comprendre que tu vas travailler plus d'heures des fois que certains jours, tout ça. Il y a tout cet environnement qui se construit. Et donc ça, il faut beaucoup de temps. Et il y a toute cette confiance, cette relation. Et c'est qu'avec le temps que, comme tu as dit, après, il suffit de regarder et comprendre la personne si elle va bien ou pas bien. Aujourd'hui, avec ma femme, elle me regarde et c'est... Qu'est-ce qu'il y a Tu vois, c'est... Non, mais qu'est-ce qu'il y a ok. Allez. C'est ça qui est magnifique. Mais très important pour revenir. Aujourd'hui, si vous avez pas quelqu'un, un pilier, en tout cas, sortez de chez vous, entourez-vous. Parce que l'entrepreneuriat, surtout au début, ça nous enferme énormément. Je crois que toi-même, tu es passé par là. T'es dans le guidon. T'as la tête dans le guidon. Tu travailles 10-12 heures. Pas dire c'est ça qu'il faut faire, travailler 10-12 heures, mais au début, tu es tellement focus dans ton projet. Donc tu fais.
t'as envie, tu veux voir personne, tu veux écouter personne, tu veux juste lancer. En plus, dès que ça commence à marcher, waouh, l'excitation, t'arrêtes pas, parlez-moi pas, pas de pote, pas de... Et puis c'est aussi ce moment-là où ton ego, il se surdimensionne. J'en parlais avec Maxime, là, justement. T'as une courbe exponentielle de ton ego dans tes premières réussites qui est juste folle. Et en fait, il faut que tu redescendes et que tu te prennes une grosse claque pour reprendre de l'humilité et que tu puisses te remettre à ta place et ok, tout va bien, je reste moi et voilà. Mais sociabiliser, sortir, revoir des gens, ça t'aide aussi à avoir une balance. Exactement. Et de toute façon, la vie, elle est bien faite, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, les échecs, c'est pas des échecs, c'est des enseignements. Et je dirais même plus loin, c'est ce qui va te permettre, si tu les acceptes, de réguler tes émotions. Ouais. Les émotions, c'est ça qui va prédominer tout ton business, toute ta vision du business. Et puis ta croissance personnelle. Croissance personnelle. De toute façon, on peut en revenir à ça, c'est que tu peux pas croître un business si toi, personnellement, tu crois pas. Exactement. Parce que plus tu montes, là, peut-être tu as des, excuse-moi le terme, tu as des emmerdes parce que tu gagnes peut-être 50 000 euros par mois. Mais quand tu vas aller à 100 000, 200, 300 000 euros, les emmerdes, c'est pas les mêmes. Le palier, c'est pas le même. Émotionnellement, c'est pas le même. Là, dans les 50 000, peut-être tu as perdu 5 000, 6 000. Oui, ça fait mal. Mais là, tu es à 200, 300, 400, 1 million d'euros. Peut-être tu as perdu un contrat qui allait t'apporter 500 000, mais ces 500 000, ça va te permettre d'avoir de la trésorerie pour continuer ta boîte et tout. Donc, on ne parle pas des mêmes dimensions. Donc, émotionnellement, ce n'est pas la même chose, tu vois. Donc, si là, tu n'as pas évolué... c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, je l'ai vu sur le côté financier. Le fait d'avoir perdu, là, sur les 2 ans, j'ai dû perdre peut-être 700, 800 000 balles. C'est quand même un billet, mais l'impact que ça a eu sur moi, en fait, c'est là où j'ai vu que, ok, j'ai quand même bien grandi parce que au début, les premières sommes qui étaient faibles, enfin, à la hauteur de ce que j'ai maintenant, ce que j'ai perdu maintenant, mais ces valeurs-là étaient pour l'époque faibles et du coup m'impactaient beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, une somme qui est à peu près 10, 12, 15 fois plus, je vais me dire, fais chier quoi. Ouais. Et puis en fait, ça va me faire chier 2 minutes et puis je passe à autre chose. Mais tu sais pourquoi aussi ? Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, tu as confiance en toi et tu connais tes capacités et tu sais que tu peux reproduire cet argent facilement. Exactement. Donc, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de compétence. Donc oui, comme tu as dit, ça va te faire... ça fait chier quand même, 700 000, 800 000, 1 million, même 5 000, ça fait toujours chier de perdre. Carrément. Mais tu restes plus coincé là en disant « Ouais, mais comment je vais faire ça ?» Parce que maintenant, tu sais qui tu es, tu connais tes capacités. Tu dis « Bon, allez, on va se remettre, allez, encore 1 mois et je vais rattraper ça. » Et next. Et c'est reparti. Et c'est ça. C'est ça. En fait, tout se base sur ça, la confiance en soi, même la gestion des émotions. La confiance en soi t'aide à gérer tes émotions, en fait, naturellement. Exactement. Donc, si tu t'acceptes, parce que ça commence par là, si tu acceptes qui tu es, si tu acceptes comment tu réagis, si tu acceptes et que tu comprends comment fonctionne ton cerveau petit à petit, tu vas prendre conscience que, ok, j'ai de la valeur. Et donc, c'est pas une question des autres, de machin, non. Ça a juste à voir avec toi-même et le fait de faire les choses pour toi et de grandir et de prendre plaisir, etc. Et donc, plus ta confiance sur ce process-là d'acceptation se développe, plus en fait tes émotions, tu vas savoir comment les driver et les gérer. Exactement. Et en fait, cette intelligence émotionnelle, c'est la force des grands entrepreneurs, des grandes personnes, tout simplement. Ça. Et c'est là où l'entrepreneuriat il est magnifique parce que l'entrepreneuriat te met face à toi. Comme tu es face à un miroir et tu vois tous tes défauts, toutes tes qualités et tu es obligé de les accepter, de les driver pour pouvoir évoluer. Parce que sans ça, c'est très difficile d'évoluer et c'est ça qui est magnifique dans l'entrepreneuriat. Donc on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, gagner des 1 000 euros, 5 000 euros, c'est facile. Et c'est facile, on peut dire c'est facile pour nous. Mais il faut payer le prix, forcément. Exactement. Mais il y a un moment ou un autre où vous serez confronté à... Ce sera vous vs vous-même, quoi. C'est ça. Et c'est là où la vie va vous étaler qui vous êtes et dire, OK, regarde ce que tu as changé, tu dois changer, ainsi de suite, pour pouvoir évoluer. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est important. Ça en aime, Je regarde niveau timing, comment on est. Yes. Écoute, je pense qu'on peut se refaire un petit 5-10 minutes. Qu'est-ce que je pourrais te faire, te pousser à dire ou te faire dire, ou si toi, non, même sans ça, qu'est-ce que tu aimerais là partager aux personnes qui pourraient regarder, qui s'intéressent peut-être à l'entrepreneuriat, qui s'intéressent peut-être à grandir soi-même et à essayer de comprendre comment on peut en arriver là, à avoir plusieurs entreprises qui réussissent
et qui sont stables et qui permet d'avoir un équilibre aussi de vie, qui te permet de voyager, de profiter aussi de la vie à côté. Voilà. Comment on en arrive là? Quels conseils tu pourrais donner pour ça? Très bonne question. Première chose, ayez un objectif concret. Quand je dis objectif, ne le faites pas, peut-être un peu bullshit de dire ça, trop entendu, mais ne le faites pas premièrement pour l'argent. Visez plus loin. Quand je dis viser plus loin, mettez des émotions, encore une fois, derrière. C'est OK, je veux donner une meilleure qualité de vie à ma femme, à ma mère, à mes enfants, à moi-même. Je veux être libre, bien sûr, libre financier, tout ça. Donc, ayez un réel objectif. Concentrez-vous sur cet objectif-là. Faites-vous un plan. Et quoi qu'il arrive, suivez ce plan. Parce qu'on a beaucoup ce problème du syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, surtout aujourd'hui, sur les réseaux, ouais, j'ai fait 10 000 avec l'SMA, avec l'intelligence artificielle, fait 20 000, avec le dropshipping, fait 50 000. Attention, toutes les méthodes sont bonnes, mais tu ne peux pas te concentrer. Aujourd'hui, toi et moi, on a peut-être cette capacité d'avoir 3 4 sociétés différentes. Quand on a commencé... Il y a eu un process d'automatisation, quoi. Quand on a commencé qu'avec un seul truc. Et on s'est full focus dessus. Full focus. On a peut-être essayé de se détourner, mais on a vite vu que c'était le bordel. Il fallait revenir. Il fallait revenir. Et on a vu qu'en restant, on a dit, OK, là, il y a quelque chose. Ouais. Et dès qu'on pouvait se détourner, non, il fallait d'abord implanter ses piliers, fortifier ses piliers pour pouvoir passer à autre chose. Donc, mon conseil pour moi aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui pouvez vous mettre des limites, mais restez focus dans votre objectif et concentrez-vous sur un seul truc, une seule niche, que ce soit SMMA, que ce soit, crypto, que ce soit trading, ce que vous voulez. Formez-vous le plus vite. Déjà, rien qu'avec YouTube. Moi, j'ai commencé avec YouTube. Avec YouTube, j'ai commencé à prendre des informations. Je voyais déjà si ça me correspondait ou pas. Et après, dès que j'avais un peu d'argent, boum, je prenais une formation. Je cherchais vraiment un expert dans le domaine. Puis l'avantage, c'est ça, c'est qu'avec YouTube, tu peux repérer le mec qui te semble bon et qui te correspond. Donc, avant de payer, en fait, tu consommes le contenu gratuit de plein de gens. Ouais. Tu regardes lequel tu préfères. Tu refais un check, tu regardes des vidéos et tu dis, bon, OK, celui-là, finalement, je l'aime. Ouais. Et quand tu regardes bien dans YouTube, tu vas voir le mec, il donne quasiment presque tout ce qu'il te faut. Et ça, c'est un truc qui est une vraie vérité. Les gens se disent, bah oui, mais si je fais une formation, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ou à l'inverse, mais qu'est-ce que je vais trouver sur YouTube? C'est que du gratuit. Bah non, en fait, la réalité, c'est que ce qu'il y a sur YouTube, c'est souvent ce qu'ils ont dans les formations. C'est juste que dans la formation, c'est structuré, c'est organisé. Et c'est, comme tu dis, avec un plan pratique. Exactement. Alors que la vidéo YouTube, elle est beaucoup plus technique et globale. C'est éparpillé. Et en fait, c'est ça, la réalité. C'est YouTube, ça. Mais c'est comme on disait, tu vas sur YouTube, et la première chose, c'est que tu vas voir si le mec, déjà, sa manière pédagogique te convient. Ça, c'est très important. J'ai déjà acheté des formations où le mec... Imbuvable, quoi. Ça pouvait être bon, mais... déjà, le mec, quand il parlait, je dis, oh, mec. Déjà, si sa manière pédagogique te correspond, ça, c'est très important. Consomme du contenu de cette personne-là. Déjà, tu vas mieux comprendre ce qu'il fait, de quoi il s'agit. Et si vraiment, à long terme, tu te vois dedans. Parce que quand je dis long terme, il faut minimum 6-7 mois pour développer un truc concret et commencer à sortir tes premiers milliers d'euros. On ne va pas dire que ça au bout d'un... Ça peut, ça dépend du sujet, on ne va pas rentrer dans ça. Et du coup, après, tu prends sa formation, tu consommes et focus, tu vas à fond. Ouais. Et le fait d'avoir une formation très opérationnelle aussi, moi, c'est ce que je recommanderais parce que moi, j'ai toujours préféré les coachings aux formations, mais coaching opérationnel. Parce que... souvent, une formation, on te donne les éléments, même si c'est structuré, même si c'est un plan. Tu n'as pas le mec qui te dit non, là, c'est de la merde. Et moi, par exemple, je prends l'exemple du e-commerce. Moi, le e-commerce, j'ai eu un coach qui était un gars de ma ville en plus jeune que moi. À l'époque, il avait, je ne sais même pas s'il avait 18 ans. Je crois qu'il venait de les avoir depuis pas longtemps. Mais lui, il avait commencé dans le e-com à moins de 18 ans. Il avait pété les scores et il m'a accompagné. Et du coup, en fait, à partir de là, tu as la possibilité, parce que tu as un mec qui est à côté qui t'accompagne et qui te corrige et qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, d'encore mieux retenir. Et moi je suis comme ça, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, alors, moi je parle de formation parce que quand on commence, c'est ce qui va coûter le moins cher. Aussi. Un coaching, c'est un peu plus high ticket, tu vois, parce que comme tu as dit, mais c'est le meilleur. Si vous pouvez prendre un coaching, 100%. Et nous aujourd'hui encore, on prend des coachings. Pas parce qu'on a 3-4 entreprises, même moi là, je viens de prendre encore un autre coaching, même sur le drop, pour développer mes compétences. Et le mec, il a 19 ans, tu vois. Tu vois, comme quoi. Ça fait mal, tu vois. Et
On y retourne, c'est bon. On y retourne, tu vois. Mais voilà, le coaching, ce qui est bien, c'est que le mec, il est là, il te prend par la main, en fait, tu vois. Il dit, bah, écoute, là, c'est pas bon, vas-y, tu refais ça, il te redonne un plan, il réadapte un plan pour toi. Et ça, c'est le meilleur. Donc oui, si aujourd'hui, vous pouvez prendre un coaching qui va peut-être vous coûter 1 500, 2 000, 3 000 euros. Franchement, croyez-moi, je crois que tu peux dire la même chose, tu vas le rentabiliser ultra rapidement. Ouais, moi, sur le e-com, je l'ai rentabilisé largement. Ça m'avait coûté les yeux de la tête, plus les pertes des débuts des shops qui ne marchaient pas, parce que, évidemment, mais je l'ai rentabilisé plus que bien. Oui. Aujourd'hui, on fait un petit volume sympa, alors pas en marge, mais en chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, ouais, c'est pas mal. Tu m'as dit les on chiffres. fait 1-2 millions par an, donc ça dépend des années. Des années, on sera plus à 2 millions, des années plus à 1 million. Puis comme j'y mets pas du tout de temps, ça n'aide pas non plus à la croissance, mais c'est stable. Exactement. Et voilà, mais donc du coup, la marge, certes, se réduit sur des périodes et autres. On est de l'ordre de peut-être 10% de marge, donc c'est quasi rien, tu vois. Mais sur le volume, c'est parfait. Ça tourne, exactement. Ouais, sur le volume, c'est parfait. 10% ça de 2 millions, ça fait 200 000 quand même. C'est magnifique. Ça paye des salaires. En sachant que tu es quasiment jamais dedans. Et ça, c'est important. C'est ça qui est important. Le but, c'est ça. C'est que tu as un truc qui est passif, du coup. Exactement. Tu as un business qui est passif, tu peux t'occuper d'autres business. Ce business autofinance, tu arrives à te retirer peut-être un petit salaire de temps en temps, qui va te permettre de développer d'autres choses. Donc, c'est ça qui est magnifique. Même si des fois, tu ne verses pas de salaire parce que c'est une période creuse de la boîte, c'est OK, en fait. Okay. Tu fais le taf, tu sais qu'il y a le Q4 tous les ans à la fin de l'année, donc tu regardes à la fin du Q4 ce que ça donne et tu te verses un dividende. C'est ça. Voilà. Et surtout dans l'Europe, c'est le Q4 qui paye tout, quoi. C'est là qu'on se régale, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, tu vois, c'est en faisant des business comme ça, tu peux en avoir 3, 4, 5 et arriver à 40 ans et ne plus besoin d'avoir travaillé. Et c'est ça l'objectif de tout entrepreneur. C'est d'ouvrir plusieurs business, pas pour faire joli, c'est pour créer des passifs. Ou des actifs plutôt. Des actifs plutôt. Pardon, que la société devienne un actif, mais qu'elle génère un passif. Exactement, c'est ça. De créer des actifs pour te générer des passifs et comme ça tu sois vraiment tranquille. Je crois que c'est l'objectif de nous tous, quoi. C'est ça. D'ailleurs, tiens, pour faire une petite aparté sur ça, moi l'immobilier, je m'y mets de plus en plus. Tu sais, j'ai commencé à investir aussi à Dubaï. Et toi, je crois, du coup, Portugal, c'est ça? Et c'est ton premier investissement là au Portugal? Premier investissement au Portugal. Donc là, c'est pour du perso, c'est pour ma maison. Donc là, normalement, on doit même aller voir l'architecte. Ah, trop cool. Ouais, trop cool. Attend parce que là, on attendait que tout du terrain, ça passe et tout. Ouais. Et là, on va voir l'architecte, on va construire notre maison ici en perso. Donc, du coup, plus du côté de Braga? Braga, non, dans mon village natal. Ouais. Ils sont toujours là-bas? Ils sont toujours là-bas. Trop bien. C'était un terrain super sympa, à côté de ma famille, tout près. Donc, super endroit, magnifique. Ouais. Donc, premier investissement au Portugal. Pas le dernier. Après, on va faire de l'investissement pour du locatif et tout. Je suis déjà dessus. Tu me tiendras au courant, parce qu'il y a des choses à faire ici. Il faut juste trouver les bons partenaires financiers, parce que c'est pas du tout aussi avantageux que la France au niveau bancaire. Financièrement, mais il y a des opportunités. C'est comme tu as dit, partenaire financier. Ici, au Portugal, immobilier, c'est compliqué. Il faut vraiment trouver le bon partenaire. Je suis dessus, d'ailleurs, avec mon cousin. Bah oui. Avec mon cousin Bruno, parce que lui, il a grave développé son réseau depuis la dernière fois que tu as eu. Donc, il a pas mal de partenariats, tout ce qui est financier, ainsi de suite. Donc, ça commence à être intéressant. Donc, je regarde pas mal de choses avec lui, justement, pour pouvoir développer un peu d'immobilier ici au Portugal. Ça peut être super intéressant. Ouais. Et pourquoi pas ailleurs aussi, comme Dubaï. Ça peut être super intéressant. J'aurais des bons contacts là si c'est le cas. J'ai vraiment, parce qu'en fait, comme j'en ai fait plusieurs, j'ai pu tester plusieurs contacts, voir comment ils se comportent dans les process aussi. Et j'ai trouvé 1-2 contacts qui sont vraiment bien. Ils font le taf, ils sont bons. Ouais. Et là, j'ai hâte qu'ils soient finis, parce que c'est des achats en construction en général à Dubaï. Oui, sur 4 ans, c'est ça? C'est ça. Et sur 3-4 ans, ça dépend. Et là, j'ai hâte qu'ils soient finis pour voir aussi la gestion derrière, comment elle est gérée par mon partenaire qui est des agents chez qui j'ai acheté, parce que du coup c'est du all-in-one et le but c'est ça, c'est tout automatisé. Exactement. Donc on verra et puis je te donnerai un retour aussi. Pareil, mon cousin m'avait passé un contact sur Dubaï, pareil, bon retour. Bon retour, pareil, je regarde. En fait, c'est un marché qui est de toute façon en croissance pour l'instant. Ça le continuera pendant des années encore. À quel moment est-ce que ça saturera? On verra. Mais d'ici là, tu t'en fous en fait dès que tu as un revenu locatif, même si tu as, je sais pas, dans l'année, tu loues sur du court terme. Ouais. Et sur du court terme, tu loues que la moitié de l'année. Ça te revient un équivalent d'un long terme que tu avais loué. Et surtout que là-bas, tu loues cher en fait. Ouais. En plus, ce qu'ils proposent, je crois que c'est que ton appartement, on va dire comme ça, il se autofinance avec le locataire. Ouais. En gros, c'est ça pendant 4 ans. Selon les plans de paiement, selon les plans de paiement, si ton appart est terminé et que ton plan de paiement continue pendant, par exemple, encore 2 ans et que tu payes tous les mois le montant de ton appartement, en fait, ton locataire, si tu l'as déjà mis en place, ce qu'il te paye, c'est globalement largement suffisant pour payer la rentabilité. Moi, le contact qu'il m'avait donné, c'était un truc comme ça, c'est que tu donnais un ticket d'entrée et pendant 4 ans, ils te trouvaient le locataire. Et le locataire, on va dire, ce qu'il payait le locataire, c'est de payer après. C'est intéressant. Mais ça dépend en fait. Ils ont plusieurs plans de paiement et tout. Donc tous les programmes, tous les promoteurs immobiliers, ils ont chacun un système différent de financement
Tu vois, là, par exemple, je te donne un exemple concret. Sur un appart que j'ai acheté, j'ai dû payer 20% cash, 20% 6 mois plus tard, et je ne paie rien avant la livraison des clés où je paierai 60%. Ah, super, ça, tu vois. Et quand j'ai les clés, 60%, terminé. Je peux même le revendre avant de payer 60%. Exactement. Et du coup, j'aurais payé 40%, mais je fais une plus-value sur les 40%. Tu vois, ça, je ne connaissais pas. Trop bien. Un autre où j'ai payé 4%, 6%, je ne sais plus. Petit à petit, dans les 6 premiers mois, je suis monté à 20%. Et après, tu payes tous les mois. Donc, du coup, plus ou moins 1%. Jusqu'à livraison et finalité. Et un autre où j'ai donc la mensualité est encore plus faible, donc plus ou moins pareil, on monte à 20% sur les 6 premiers mois. Et le reste, c'est encore moins important que 1%, ça doit être du 0,5%, et ça dure quasi 2 ans plus tard de la livraison encore. Donc en fait, tu as l'équivalent peut-être 30%, 40% du bien que tu payes avec le locataire qui est déjà dedans, quoi. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment des points de financement. Donc en fait, incroyable. C'est fait pour investir. Bah, c'est ça. C'est fait pour investir. C'est juste, ça te bloque le cash. Voilà. Enfin non, ça te le bloque pas. Ça te demande le cash flow. Voilà. Au début, pour le ticket d'entrée, on va dire, c'est surtout ce ticket d'entrée qui va te demander ce cash que tu dois avoir disponible. Et tous les mois assumés jusqu'à 40%, parce que tu peux pas vendre avant 40%. Ça, c'est un truc à savoir. De quoi Le financement du bien. Ouais. Peu importe le plan de financement que tu ne peux pas le revendre, le bien, avant 40%. Donc tu dois 40% du bien quand tu signes un contrat. Et ça, il faut le savoir. Parce que tu as des gens qui se mettent en galère financière parce que quand ils remettront les pieds sur Dubaï... c'est l'astuce qu'ils vous donnent qui ne diront pas. Voilà. Sachez-le. Donc 40%, toujours prévoir 40% de dispo au cas où. Et puis, même si tu le fais financer, ça dure plus longtemps pour payer 40%, tant mieux. Mais au moins, tu ne te mets pas en danger et tu peux le revendre à tout moment dès que tu es à 40%. Quoi. Ça, c'est ouf. Et surtout, Dubaï, il ne faut pas se cacher, c'est l'endroit à investir en ce moment parce que c'est tellement en train de... et puis, tu as des pépites. T'achètes, ça revend, et ça prend de la valeur énormément. Ouais, donc là, c'est vraiment le moment. Quoi. Ils ont fait des x2 sur des programmes un peu lambda, mais bien placés. Donc, c'est pas des promoteurs de ouf. J'ai d'autres potes qui ont fait des x2,5, voire x3 sur 5 ans avec des appartes qui, là, étaient de bons promoteurs. Puis même si tu fais un 20, 30, 40% sur un bien IMO en 3-4 ans, c'est déjà incroyable. C'est énorme, tu le fais pas en incroyable. Sachant que ça se trouve, tu as eu les locataires entre deux. Donc, en réalité, tu as fait une plus-value. Et sans cacher qu'on ne paye pas d'impôt. Et voilà. Là, ils ont commencé à mettre l'impôt société pour l'instant, mais pas encore personnel. Donc, à voir comment ça va évoluer. Et toi, tu es un peu plus dans l'immobilier que moi. Bali, t'en penses quoi? Bali, c'est un marché qui est intéressant. J'ai un pote à moi, il fait des maisons en bambou là-bas. J'ai failli lui en acheter une. Seul bémol, c'est que je n'avais pas sur place un contact de gestion. Ah ouais. Pour 100 000 balles, c'était une maison en bambou, mais... Magnifique. 2 chambres, un truc trop bien avec la petite rivière. Vraiment, c'est des beaux trucs avec piscine et tout. Hein. Et bon, pas très grand en surface parce que c'est en fonction du terrain. Mais un truc quali de ouf que tu mets en location et ça part tout seul. Ou même pour toi, tu vois, tu as un truc, tu le loues quand tu n'es pas là et tu l'utilises quand tu es là. Et c'est un marché qui est intéressant, mais il y a des choses à connaître. Il faut les bons contacts sur place, avoir les bons partenaires, notaires, avocats, etc. sur place. Et là, tu es tranquille. Bon, moi, je sais que j'ai mon pote, le jour où je veux me mettre à investir sur Bali, pourquoi pas. C'est intéressant. Moi, je parle de Bali parce que c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. J'ai quelques contacts qui ont investi là-bas. Et c'est quelque chose que tu sais qui est là depuis longtemps et qui sera là encore depuis longtemps. Donc, à part c'est un autre Covid, forcément, qui coupe un peu le pays, donc pas de location. Mais qu'en termes d'investissement, c'est plutôt, on va dire, presque un truc sûr, quoi, tu vois. Donc, c'est intéressant. Et puis, la vie est très dynamique aussi là-bas. Enfin, tu as énormément d'entrepreneurs qui se la jouent en mode nomade et tout. Surtout que là, ils ont mis le pass nomade. Ah, c'est nouveau ça? Ouais, le pass nomade, ça veut dire que avant, tu sais, alors je ne veux pas dire de bêtises, excusez-moi si je dis bêtises, je crois que tous les 2 mois, il fallait que tu sortes du pays pendant 48 heures pour revenir. Il y avait un truc comme ça, pour avoir un nouveau... Ils te redonnaient le visa sans problème, il fallait que tous les 2 mois, il fallait que tu te barres pendant 48 heures à côté et que tu reviennes, ainsi de suite. Et maintenant, le digital nomade, ça s'appelle, le pass, c'est un visa pour 5 ans. Trop bien. Qui te permet d'investir là-bas, ainsi de suite, d'avoir des comptes bancaires là-bas, ainsi de suite. Mais là, on a la chance. Ils ont parlé, je ne sais pas s'ils l'ont sorti, mais normalement, ça a l'air intéressant. Mais on a de la chance quand même en étant européen parce qu'on a un des passeports qui passe partout en fait. Exactement. Avec France, je pense Portugal, ça doit être pareil. Mais c'est les passeports qui, dans le monde, donnent accès à, je ne sais plus, 136 pays, je crois. Je crois même plus que ça, 179, je crois maintenant. 179 ? Ouais, j'ai vu un post là il y a 2 jours, je crois que c'est 179. C'est énorme. Le nombre de pays auxquels tu as accès, c'est juste colossal, quoi. Donc on a quand même cette chance. Et donc avoir en plus des pays comme Bali qui donnent des visas beaucoup plus accessibles pour cette vie-là,
C'est trop bien. Et moi, je conseillerais à tout le monde, moi j'habite aussi au Portugal maintenant, s'ils ont la possibilité de changer de pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter à 100% la France. La France, ça reste un beau pays. En termes de sécurité, en termes de plein de choses, c'est compliqué. Mais plus là. Mais en tout cas, tester un autre pays, même si c'est que 1 an, 2 ans et vous revenez chez vous après, mais ça des pays, ça va vous ouvrir votre esprit, votre vision des choses. Et c'est comme en termes d'investissement, n'investissez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, même dans l'immobilier, tu vois, ne restez pas focus, par exemple, que dans le Portugal. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vais investir dans le Portugal, mais je sais que je vais aller à Bali et peut-être à Dubaï. Et les entreprises, c'est pareil. Je ne vais pas avoir qu'une entreprise en France, je vais diversifier. Il faut toujours se diversifier. Il faut. Et puis, des marchés différents. Il ne faut pas que ce soit même typologie de marché ou de fonctionnement géopolitique. Tu vois, Dubaï a un fonctionnement géopolitique qui est religieux, donc qui a un fonctionnement qui est totalement différent de ce qu'on connaît en Europe. Exactement. Donc, c'est intéressant d'investir là-bas, mais en même temps en Europe et en même temps aux États-Unis et en même temps en Amérique latine, par exemple le Mexique ou tu vois des choses comme ça, Panama, ou en Asie avec le Bali. Donc, il faut avoir des billes partout parce que demain, peu importe ce qui se passe, au moins vous avez un problème. Donc on parlait de cash flow, etc. Mais allons dans des situations beaucoup plus mauvaises, vous pouvez revendre un bien immobilier. Exactement. Et vous pouvez avoir du cash qui est disponible. Et ça, et même un business, vous pouvez revendre un business, au cas où vous ne savez pas. Et ça, c'est le but. Créer des business qui sont revendables. Moi, c'est un de mes buts. De créer des gros business pour... en fait, le but, je crois, ultime, c'est ça, c'est que tu portes ton business à une telle autorité qui a une telle value et qu'après, tu revends et tu sais que ça te sort un cash flow. Et puis, tu peux même garder des royalties. En fait, c'est ça qui est bien. À revendre, tu peux donner 80% et tu restes actionnaire. Actionnaire et tu les accompagnes un peu dans le développement, tout ça. Et donc, ça c'est un de mes objectifs pour une de mes entreprises. C'est intéressant. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup aussi investir dans les entreprises et des projets ou même lancer des projets à plusieurs et tout parce que tu as cette possibilité de... Tu mets en place, tu aides à ce que ça se structure et après tu le laisses rouler et tu regardes de loin et tu es là au besoin, tu viens donner des conseils, ton expérience, des connexions et puis c'est tout. Et très important, tu vois, ce que tu dis, tu investis avec d'autres associés. C'est pour ça que c'est important d'un bout d'un moment dire tout seul, je peux tout faire. Non. Arrêtez de croire que vous pouvez tout faire tout seul. Je suis le premier à le dire. Moi, j'ai créé beaucoup de business tout seul et tout, mais là que je commence, c'est la première année où je commence à remettre des associés. Qu'est-ce que c'est bon. C'est un confort. Quand tu as 2-3 cerveaux qui travaillent en même temps, c'est pas pareil. Non. Et chacun, en plus, avec sa spécialité. Et sa compétence, exactement. Le truc, au lieu de mettre 1 an, en 2 mois, bouf, tu l'exposes. C'est ça. Donc, c'est génial. Donc... Mais c'est pour ça, on va se trouver des petits trucs. On va trouver des bons petits trucs. Voilà. Ça va être fait. Mais franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Et toi, tu as une super expertise en termes d'acquisition aussi qui est intéressante. Et surtout avec des outils qui sont aussi privés et qui ne sont pas publics. Mais ça, évidemment... C'est pas pour tout le monde. Mais justement, il y a des choses à mettre en place pour des beaux business. Et en fait, c'est juste avoir la bonne offre et quelqu'un qui sait gérer cette offre. Et après, exactement. C'est la communication là. C'est ça. Et là, on est bon. Yes. Et vous pouvez créer et vendre tout ce que vous voulez. Exactement. C'est juste ça. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça a été un plaisir. Merci, Mickaël. Merci à toi, Jérôme. C'était un vrai plaisir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce contenu a été pertinent. Laissez en commentaire s'il y a un élément qui vous a plu, quel type de contenu vous plaît le plus dans ce qu'on a pu partager. Vraiment, mettez en commentaire, likez, abonnez-vous et puis on se retrouve très vite. Merci à vous. Ciao. Ciao, ciao.